cette journée a germé dans l'esprit de frère Thierry il y a quelques semaines de cela. On a eu une longue discussion et on était tous les deux tombés d'accord sur un point, à savoir qu'une partie en fait de ce qui arrive ou ce qui pourra arriver aux nations européennes et au peuple européen, c'est en partie malheureusement déjà joué dans les Balkans et en ex-Yougoslavie. Et en fait que cette zone a servi de laboratoire pour tout un nombre de dessins, l'éclatement des nations, le choix en fait de jouer les divisions ethniques, confessionnelles pour mieux faire éclater ces États-nations justement, au profit donc soit d'une oligarchie mondialiste, de certains milieux et de certains cercles européistes, des think tanks états-uniens et bon, tout ce qu'on appelle aujourd'hui globalement soit le complexe militaro-industriel, le monde financier et les grandes organisations supranationales type FMI, Banque mondiale, etc. Voilà. Et conscient donc que historiquement la France a un lien particulier avec cette zone géographique, notamment avec la Serbie, nous avons pensé qu'il était intéressant d'organiser cette journée dans le cadre des rencontres du Centre catholique Saint-Paul. À titre personnel, je me suis intéressé en 99, plus précisément en 99, au conflit ex-yougoslave, au moment de la crise du Kosovo. J'avais 18 ans à l'époque. J'avais regardé vaguement les accords de Dayton en 95, le drame de Sarajevo, ce que je comprendrai plus tard, le montage de Srebrenica, le montage médiatique et manipulateur de Srebrenica. Et ça, tout ça, je le comprendrai bien après, en m'intéressant en profondeur à cette question. Et comment certains États, notamment l'Allemagne, avaient joué un rôle prépondérant dans la division yougoslave, en s'appuyant notamment sur leurs amis croates. Comment un certain nombre de services de renseignement avaient joué des rôles extrêmement troubles pour briser une certaine dynamique européenne et un pays qui, bon an, mal an, fonctionnait finalement plutôt bien. Vous allez me dire pourquoi cet intérêt soudain à 18 ans pour un pays qui finalement était assez éloigné, pas tant que ça d'ailleurs, de la France. Parce que j'avais déjà, c'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre qu'un pays européen était bombardé, ce qui me semblait quand même être un fait majeur et crucial. Je pensais naïvement que lorsqu'un conflit avait lieu sur le sol européen, il devait être réglé par les peuples et les nations européennes, ou par les nations elles-mêmes. Et j'ai vu que tout ça avait été organisé sous l'égide de l'OTAN, donc très clairement sous contrôle américain, avec M. Clinton à l'époque qui était aux manettes, et qui en profitait d'ailleurs à la même époque. La concomitance n'est pas forcément fortuite, d'organiser la fin de ce qu'on a appelé le Glass-Steagall, qui avait eu lieu sous Roosevelt, en gros qui séparait les banques de dépôt et les banques d'affaires, et pour faire oublier cette trahison du peuple américain, on a organisé entre autres les frappes contre le Kosovo. Évidemment, il y avait également des problèmes de politique intérieure, il était mouillé dans le scandale Lewinsky, il était pourchassé par le juge Kenneth Starr, les républicains voulaient sa peau au Congrès, donc quel était le meilleur moyen de faire oublier ces trahisons, ces manquements, cette duplicité? C'était d'organiser une série de frappes contre un État souverain européen, en l'occurrence la Serbie, et cela pendant 79 jours. Donc pendant cette période, je me suis intéressé, j'ai regardé de près, au début, je voyais ce qui était écrit à droite à gauche. Il y a quelque chose qui me frappait, c'était la diabolisation systématique d'un camp dans cette guerre. Or, même à 18 ans, on a un minimum de culture et on sait que les torts sont au minimum partagés, très souvent dans un conflit. Au pire, quand un camp est désigné à la vindicte de l'ensemble des peuples, généralement une manipulation ou une intoxication n'est pas très loin. Malheureusement, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, cela n'a pas manqué. Alors bon, j'ai commencé à décortiquer quelques ouvrages, je faisais des recherches à l'époque, où j'ai trouvé un autre son de cloche, mais malheureusement, le mal était déjà fait. Javier Solana, Bill Clinton, le général Wesley Clark et leurs amis avaient déjà
commis nombre de crimes en Serbie, et avait mis à genoux et avait rendu exsangue un pays souverain, qui était, je le rappelle, quand même un pays ami de la France. Et la France a malheureusement participé à ce désastre. Donc, comme je vous l'expliquais, je me suis donc intéressé, j'ai été voir dans un certain nombre d'ouvrages, et j'ai heureusement trouvé une poignée de journalistes indépendants, honnêtes, et qui avaient un minimum d'esprit critique, et qui ont tenté de décortiquer un certain nombre de mensonges et qui ont eu des effets absolument dévastateurs, et qui ont notamment provoqué le début des bombardements aériens, qui étaient présentés comme une guerre pour les valeurs par M. Tony Blair. C'était l'expression qu'il avait employée, une guerre pour les valeurs. Et son spin doctor de l'époque, qui était son grand Sherpa, M. Alistair Campbell, lui n'avait qu'un seul mot à la bouche. Les journalistes, les rares journalistes indépendants et qui ont un esprit critique sont soit des conspirationnistes au mieux, des complotistes, ou sont victimes de la propagande de guerre serbe et de la machine, alors sa formule exacte, c'est de la machine de mensonges serbes. Voilà, c'était ça. Ce qui était quand même... là, on était vraiment dans la version accusatoire la plus totale, puisque si propagande de guerre il y a eu et machine à mensonges il y a eu, elle était bien du côté de l'OTAN, quoi. Elle a même été reconnue d'ailleurs bien plus tard par Jamie Shee, qui organisait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces grands barnums médiatiques, ces grands points presse quotidiens, où la presse européenne et occidentale avalait, comme à la béquée, tous les mots de M. Shee, à l'exception de quelques très rares journalistes, dont Madame Elisabeth Lévy, qui avait écrit un article qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, L'insoutenable légèreté de l'information, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, qui lui avait valu une volée de bois vert d'ailleurs, ou Régis Debray, qui avait écrit un article où il mettait en avant un certain nombre de désaccords, de points qui lui semblaient pour le moins discutables, si ce n'est voire totalement fabriqués. Ce qui lui a valu une excommunication médiatique également pendant un bon moment. Donc en regardant ces quelques rares journalistes qui avaient fait leur travail, on a commencé à savoir la vérité à peu près, je dirais, 6 mois, 1 an après la fin des frappes. Alors un des chiffres qui avait contribué au carpet bombing, comme on dit, c'était le fameux chiffre qui s'est avéré totalement, Dieu merci d'ailleurs, exagéré, qui était de 500 000 morts. On parlait d'épuration ethnique, de génocide, donc 500 000 morts sur une population de 2 millions d'habitants, je vous laisse imaginer. En fait, il se trouve qu'après des études sérieuses, notamment par certains organismes internationaux, on est arrivé au chiffre de 2000 à 3000. C'est évidemment déjà toujours trop, on est d'accord, mais la réalité est évidemment tout autre. On a eu évidemment, comme toujours, le mythe de la guerre propre, hein, le fameux mythe de la guerre des zéro morts. Alors pour cela, je vais vous lire un certain nombre de passages assez intéressants, notamment d'un journaliste qui s'appelle Robert Fisk, qui a écrit ce qu'il fallait penser de cette guerre zéro mort. Il parle ici, dans cet extrait que je vais vous lire, d'un bombardement qu'il y a eu à l'hôpital de Sudurlika. Pratiquement tout le monde a oublié aujourd'hui ce bombardement. Et voilà, je vais vous lire exactement de quoi il en retourne. Monsieur Shee se permit d'affirmer que l'hôpital de Sudurlika avait servi de cible parce qu'il s'agissait en fait d'une caserne. Cette déclaration était absolument fausse. Nous avons visité le sanatorium, vu les restes pitoyables des morts, dont une jeune fille poète de 19 ans, Pas un seul de mes confrères n'a osé interroger l'OTAN sur ce mensonge. Pas un seul. Il poursuit un tout petit peu plus loin sur une autre affaire qui avait fait un peu plus de bruit. Il y avait eu le bombardement de l'ambassade de Chine, vous devez vous en souvenir sûrement. Et un autre qui avait fait un peu moins de bruit, mais pourtant qui était extrêmement grave aussi, celui de la télévision serbe. De même, très peu de journalistes ont contesté d'un point de vue moral le bombardement du siège de la télévision serbe à Belgrade. 2 jours environ avant le bombardement, le quartier général de la chaîne CNN à Atlanta avait averti ses envoyés spéciaux que l'immeuble allait être visé. Directive fut donnée à ces derniers d'en retirer leur équipement, ce qu'ils firent. C'est alors que le ministre serbe de l'information, Aleksandar Vučić, un proche de M. Milosevic, et donc une cible de choix pour l'OTAN, fut invité sur place, tôt le matin, afin de participer à l'émission du fameux présentateur de CNN, Larry King. On lui demanda même d'arriver une demi-heure plus tôt pour le maquillage. Vučić dit qu'il est arrivé en retard. CNN assure avoir décommandé le rendez-vous 12 heures à l'avance. S'il l'avait respecté, il aurait été là au moment où les missiles frappèrent, tuant entre autres la maquilleuse.
Pour CNN, il ne s'agit que d'une coïncidence. Commentaire sarcastique et légèrement ironique de Robert Fisk, espérons-le. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le plus grave a certainement été ce qu'on a appelé la manipulation, le montage du plan fer à cheval. C'est peut-être quelque chose dont pratiquement personne ici n'a entendu parler, ou très peu de gens. Un journaliste en France a fait une enquête là-dessus, enfin, un des rares journalistes en télévision qui a fait une enquête là-dessus, parce que la presse écrite en a un peu parlé, c'est Morera, vous savez, le journaliste de Canal+, de 90 minutes, lundi investigation. Enfin, à l'époque où il travaillait pour cette chaîne. En fait, le plan fer à cheval avait été présenté comme un plan concocté par les Serbes pour mettre en fait une stratégie de génocide et d'épuration ethnique systématique. Tous les Albanais et les Kosovars, les albanophones musulmans, devaient être liquidés. Il se trouve qu'une chaîne allemande a été la première à faire le travail. Dans une émission donc, de la chaîne allemande ARD, un documentaire intitulé « Au commencement fut le mensonge », ont pu découvrir qu'il n'y avait jamais eu de plan fer à cheval et que c'était un faux du gouvernement allemand. L'émission diffusa également une prise de position compromettante du porte-parole britannique de l'OTAN, Jamie Shea. À ce sujet, il déclara « Non seulement le ministre Scharping, mais aussi le chancelier Schröder et le ministre Fischer furent un exemple grandiose de leaders politiques qui ne s'alignent pas sur l'opinion publique, mais savent la modeler. En dépit de fâcheux dommages collatéraux, et malgré la durée des bombardements, ils ont su maintenir le cap. Si nous avions perdu le soutien de l'opinion publique allemande, nous aurions aussi perdu celle des autres pays partenaires européens. » Voilà. C'est assez clair. Il se trouve en fait que donc, ce plan fer à cheval avait été concocté par les services secrets allemands, la BND. C'est ce que le journaliste allemand Jürgen Elsässer a notamment découvert. Un journaliste passionnant, dont je vous recommande les ouvrages qui ont été publiés notamment chez Xenia. Un ouvrage où il est question en fait, des réseaux djihadistes en Europe et comment ils ont été financés par la CIA, et notamment en ex-Yougoslavie, pour justement contribuer au démantèlement de la Yougoslavie. Voilà. Alors il y a une autre phrase qui est absolument fantastique, que je vais vous citer, qui est de Gerhard Schröder, qui à mon avis détient le record de la phrase la plus absurde jamais prononcée. « Nous ne faisons pas la guerre, mais sommes amenés à imposer une solution pacifique au Kosovo par des moyens militaires également. » Sublime. C'est grandiose. Voilà, là, on est tous battus à plat de couture. Là. Je vais vous citer une phrase également qui est assez révélatrice et plutôt juste, du journaliste Critique Média, notamment pour Le Monde Diplomatique et la revue Ex pour lire pas lu, qui est devenue, si je me souviens bien, le Plan B. Serge Halimi, qui contribue, qui participe à des émissions, des écrits avec notamment Dominique Vidal et Pierre Carl, et il a écrit ceci. « On nous a refait un peu le coup de la guerre du Golfe. Souvenez-vous de ces images qu'on nous diffusait il y a 10 ans au journaux de 20 h, où toutes les cibles qui étaient atteintes, comme dans un jeu électronique, étaient, paraît-il, des casernes. C'était soi-disant une guerre sans mort. Au Kosovo, ce fut à peu près la même chose. Une guerre sans mort civile. Seulement, depuis on sait qu'il y en a eu beaucoup, plusieurs centaines. Mais un an plus tard, cet entretien date de 2000, mais un an plus tard, ça semble n'intéresser plus personne, parce qu'il y a Coupe d'Europe de football, le Tour de France, etc. Et parce que les journalistes qui avaient défendu cette guerre, en la présentant comme exemplaire, n'ont naturellement aucun intérêt à regarder les choses de plus près et à avouer après coup qu'ils s'étaient trompés et qu'ils nous avaient trompés. Il parle également d'intimidation médiatique. La phrase est assez forte, hein, quand même. Les images permanentes de réfugiés, notamment, qui étaient ressassées avec une extraordinaire complaisance. Déstabiliser évidemment tout interlocuteur qui essayait d'introduire un peu de nuance, de complexité dans ce débat. On assiste exactement à la même chose aujourd'hui, ça vous a sûrement frappé, avec la guerre en Libye. Hein. C'est exactement pareil. Exactement pareil. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote. Yahoo Actualité, au tout début des frappes, comment les appeler d'ailleurs, franco-britannico-américaines, enfin franco-britannique sous pavillon américain, voilà. Yahoo Actualité a diffusé des photos où on voyait un fedaïn, un jeune homme très souriant, le visage jovial, avec un lance-roquette à la main, et il était inscrit « Insurgé de Benghazi ». Quelques heures plus tard,
Même personnage, visage grimaçant, menaçant, lance-roquettes sur l'épaule, partisan de Kadhafi. Voilà. Vous voyez, les méthodes ne changent pas, hein, malheureusement. Les méthodes ne changent pas. Et puis bon, l'exemple le plus frappant, évidemment, enfin celui qui je dirais la matrice de tous les autres mensonges de ce type, c'est évidemment 91, la guerre du Golfe, avec les soldats de Saddam qui ouvrent les couveuses des enfants koweïtiens. Voilà. Et il se trouve que la jeune fille qui avait sorti cette affaire était en fait la fille de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis. Voilà. Évidemment, c'était complètement faux. Et c'était l'agence Hillel Knowlton qui avait monté ce bobard. Hillel Knowlton qui fera après la campagne d'Hillary Clinton lors de la dernière présidentielle. Voilà. Et qui possède en France Ogilvy France, qui a fait la campagne de Madame Royale à la dernière présidentielle. Ah oui, je vais vous citer aussi cette phrase-là qui est superbe, de le signer Laurent Geoffrin. Hein. Le sémillant, le délicat, le si agréable Laurent Geoffrin. Geoffrin Mouchard. Geoffrin Mouchard. Libération. Laurent Geoffrin, le travail des médias a été exemplaire. Voilà. Il dit ça quand même près d'un an après. Hein. Bon, là où tous les mensonges commençaient à être globalement démontés et détricotés les uns après les autres par les gens sérieux. Évidemment, ces gens sérieux, vous ne les verrez pas, hein, je vous rassure. C'est comme les gens qui ont démonté le mensonge de Srebrenica, comme M. John Lowland, vous ne le verrez jamais à la télévision. Jamais. Et vraiment jamais. Alors donc, il y a deux mensonges qui ont très largement contribué aux frappes. Donc, je vous l'ai dit, c'est celui du plan fer à cheval, donc, qui était un montage complet. Et l'autre est celui du faux massacre de Ratchak, qui est moins connu que Srebrenica. Alors Ratchak, en fait, a été présenté comme un Srebrenica bis, avec évidemment, ils ont quand même pas osé nous refaire le coup des 8000 morts. Là, ils s'étaient contentés de 45. Et on nous a présenté, en fait, les victimes de Ratchak comme des gens qui avaient été victimes, en fait, d'exécutions systématiques. Il se trouvait qu'en fait, les gens qui avaient été en partie tués étaient des gens de l'Outcheka, des rebelles, donc des terroristes de l'Outcheka, et qui n'avaient certainement même pas été tués à Ratchak, mais dans des villages ou des villes voisines lors de combats. Mais un certain monsieur William Walker, le chef américain de la mission de l'OSCE, s'est débrouillé avec ses amis de la CIA qui étaient présents sur place. L'agence de Langley est à peu près présente dans tous les coups dans la crise yougoslave. Hein. La crise du Kosovo, elle a un rôle absolument central. Donc on a fait venir un certain nombre de cadavres à droite, à gauche, pour les présenter à la presse. Il y a des journalistes un peu moins bêtes que d'autres, quand même, notamment M. Renaud Girard du Figaro, qui avait remarqué qu'il n'y avait aucune douille à l'endroit où le massacre s'était prétendument déroulé. Un autre journaliste du Monde, Christophe Chatelot, a demandé à l'aide des observateurs de Walker, un capitaine de l'armée américaine, pourquoi on n'en avait pas trouvé. Réponse: c'est parce que je les ai prises, a répondu le capitaine, j'en fais collection. Le capitaine a déclaré à Chatelot qu'il avait ramassé toutes les douilles en arrivant sur la scène. Alors le message de Bill Clinton, le 19 mars 1999, était celui-ci, il s'appuyait largement sur Ratchak pour justifier l'injustifiable. Au moment où nous nous préparons à agir, nous devons nous rappeler des leçons apprises dans les Balkans. Nous devons nous souvenir de ce qui est arrivé dans le village de Ratchak en janvier. Des hommes innocents, des femmes et des enfants ont été arrachés à leur foyer, amenés dans un ravin, alors il en rajoute, forcés à s'agenouiller dans la boue et mitraillés, pas pour quelque chose qu'ils auraient fait, mais simplement pour ce qu'ils étaient. Au même moment, quelques semaines plus tard, un blog qui s'appelle le Byzantine Blog, lui rappelait, donc ça c'est en 2002, pardonnez-moi, donc un peu plus tard, que le jour de Noël 93, 49 civils serbes, eux, avaient été réellement massacrés dans le village bosniaque de Travice par des troupes musulmanes qui étaient basées à Srebrenica. Et M. Nasser Oric, en fait, qui a été très largement disculpé par le si moral et si objectif tribunal pénal de La Haye, est à l'origine de cette tuerie. Donc en fait, pour mieux masquer un véritable massacre, on en a créé un de toutes pièces.
c'est aussi simple que ça. Disons que les montages de ce type ne sont pas neufs. Il y avait déjà eu le précédent du marché de Marcalais. Alors en fait, Marcalais, pour ceux qui ne connaissent pas, on a accusé les Serbes d'avoir bombardé ce marché, par 2 fois si ma mémoire est exacte. Il est sûr et certain qu'au moins dans un des 2 cas, de l'aveu même d'un ancien Premier ministre, Édouard Balladur, ce bombardement de ce marché a été effectué par Izetbegovic, qui était lui-même le président bosniaque. Et il voulait, en fait, à travers cela, obliger une intervention contre les Serbes. Donc les mêmes méthodes, en fait, sont employées à chaque fois. Hein, c'est une constante. Et donc, pour bien vous montrer, pour bien vous convaincre que dans cette affaire, un des belligérants, une des parties en présence a vraiment été systématiquement démonisé quand tous les autres étaient montrés comme des anges et des blanches colombes. On oublie également systématiquement de rappeler le massacre de Krajina qui avait eu lieu quelques années avant, qui avait été organisé par Ante Gotovina et ses milices croates, pour récupérer donc, le territoire de Krajina, où de nombreux Serbes, là aussi, ont été massacrés. Donc en fait, tout Serbe massacré compte pour du beurre, c'est un peu ça l'idée. Tout possible, supposé, probable, voire très très hypothétique, victime de la méchanceté et des vilaineries serbes, elle doit être évidemment portée au pinacle, ce qui est... Toute victime doit être égale, mais là, en l'occurrence, on peut être sûr que dans ce conflit-là, ça n'était pas le cas, malheureusement. Voilà. Alors, la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi ? Pourquoi le Kosovo ? Pourquoi le démantèlement de l'ex-Yougoslavie ? On peut élaborer plusieurs idées. Une première, qui va tomber sous le sens, cette région n'est pas riche en pétrole, mais elle est stratégique et extrêmement importante pour les flux d'hydrocarbures en direction de l'Europe, notamment. En effet, bien que le Kosovo ne dispose pas de ressources de ce type, sa situation géographique pour ce que certains appellent le pipeline trans-Balkan est déterminant. Et il est intéressant d'ailleurs à noter que l'Agence gouvernementale du commerce et de développement des États-Unis avait fait une étude de faisabilité de ce pipeline dès 1996. Donc, vous voyez, 3 ans avant la crise du Kosovo. Il y a la proximité de la mer Caspienne, évidemment, qui, elle, est riche en ressources, et qui permet à la fois d'avoir un œil très attentif sur la Russie et sur une partie du Moyen-Orient. Pour ceux qui l'ignorent, un des plus grands camps militaires américains en dehors du sol US est installé au Kosovo, il s'appelle le camp Bondsteel. C'est une base absolument gigantesque, qui est donc un véritable État dans l'État. Enfin, peut-on parler d'État pour le Kosovo? C'est un narco-État, mais on y reviendra après. Donc c'est une place déterminante pour le maillage et le quadrillage américain à travers l'Europe. Certains ont même évoqué d'ailleurs, après l'abandon du projet, abandon partiel d'ailleurs, du projet de bouclier antimissile en Pologne et en République tchèque, certains journaux russes l'ont évoqué, que les systèmes en fait, d'interception et donc le National Missile Defense, le projet NMD, soient installés dans le camp Bondsteel. Ça a déjà été évoqué. Hein. Donc vous imaginez un peu l'importance de cet endroit, de cette petite zone. Autre point très important, le Kosovo est une place forte du narcotrafic, de la traite des blanches et du trafic d'armes. Un certain nombre d'ailleurs, des gens comme Rofer, le criminologue Rofer, etc., ont déjà évoqué d'ailleurs l'Utcheka et une partie de la mafia, on va dire, albano-kosovare, puisqu'évidemment il y a des ramifications au-delà de la frontière vers l'Albanie, puisque le projet de Grande Albanie n'a pas été abandonné par l'Utcheka, bien au contraire, ont déjà évoqué la possibilité que une partie des armes que nous retrouvons aujourd'hui dans nos banlieues viennent directement de là-bas, hein, clairement. C'est une plaque tournante, une partie du trafic de drogue est dirigée directement à partir de là-bas, de Pristina et de ses environs. Il
voire même un peu plus bas en descendant jusqu'en Albanie et à Tirana. Donc évidemment, trafic d'armes, trafic de drogue, c'est des choses qui disloquent une société. Et si ça se disperse partout à travers l'Europe, ce sont directement toutes les nations européennes qui seront directement touchées et frappées. Donc en fait, on peut croire que c'est quelque chose de lointain qui n'a pas d'impact direct sur nos vies, c'est faux. En fait, c'est une fausse idée. Et comme je vous dis, en fait, il faut bien imaginer que ce qui s'est passé là-bas doit être aussi vu et considéré comme un laboratoire. Clairement. Pour ce qu'on veut faire à certains pays européens. Autre point alors qui a été oublié, dont on ne parle jamais, ce sont les pogroms anti-serbes qui ont lieu en 2004. Une trentaine d'églises et de monastères ont été brûlés. Ce sont quand même des symboles de la civilisation chrétienne à l'échelle du continent européen. On parle souvent de Brest à Vladivostok, mais l'orthodoxie slave et l'orthodoxie serbe a vraiment une place très importante et prépondérante. Et on assiste en fait à un véritable génocide culturel, tout simplement. Comme ce qui a été fait d'ailleurs à Bagdad en 2003, quand on a organisé le saccage du musée, avec tous les restes et les vestiges archéologiques sublimes qui aujourd'hui parcourent le monde dans les marchés parallèles. Voilà. Toujours la même méthode. C'est pratiquement appliquer ça malheureusement à tous les conflits qui ont eu lieu depuis 1991, sans exception quasiment. Montage grossier, manipulation, faux massacres, accusation de génocide à la va-vite, dépouillement systématique des souverainetés et des principes les plus élémentaires des constitutions de ces pays, dévastation culturelle. Voilà. Les mêmes méthodes sont employées à peu près partout. Donc voilà, donc un pogrom anti-serbe qui lui ne fait absolument aucun bruit par contre, et qui se poursuit aujourd'hui d'ailleurs dans les enclaves, encore au Kosovo comme à Strepče, les enclaves de Strepče. Ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Donc une partie en gros de ce qu'on appelait l'âme serbe, le berceau de l'âme serbe et le Kosovo, aujourd'hui est aux mains en fait d'une narcomafia. Et puis il est absolument impossible d'évoquer le Kosovo sans parler du rôle d'un personnage absolument odieux, Bernard Kouchner, qui aujourd'hui est soupçonné donc d'avoir contribué, participé au trafic d'organes sur les prisonniers serbes. Peut-être vous avez entendu parler du plan Marty, enfin du rapport Marty, du rapport Dick Marty, qui met donc en cause les gens de Lutcheka, Ramush Haradinaj, Hashim Tassi, et en fait qui étaient des amis personnels de M. Kouchner. Et Kouchner est lui-même aujourd'hui quelqu'un qui est directement soupçonné, suspecté d'avoir participé, ou au minimum d'avoir couvert ces méfaits. Voilà. Alors toujours le sieur Kouchner, je vais vous lire des déclarations qu'il avait faites. Alors la première date du 27 mars 2001, et la seconde de mars 2008. Écoutez bien la différence. Donc, je vous lis celle du 27 mars 2001. Monsieur Bernard Kouchner a répondu l'hypothèse d'une division des communautés rejoint ce que la presse évoque sous l'appellation Grande Albanie, qui n'existe que dans les journaux et l'imaginaire des Occidentaux. Aucun responsable kosovar ou serbe n'a évoqué une telle évolution. En réalité, c'est la démocratie qui doit décider à l'avenir. M. Bernard Kouchner a estimé que les États-Unis lui avaient apporté une aide essentielle, notamment pour la préparation des élections locales. Les États-Unis ne se sont jamais déclarés en faveur de l'indépendance du Kosovo, même s'ils ont sans doute, en sous-main et comme d'autres, aidé Lutcheka. M. Bernard Kouchner a estimé que si la question du Kosovo n'était pas une affaire intérieure, serbe, lui-même n'avait jamais parlé d'indépendance. 27 mars 2001. Déclaration de M. Bernard Kouchner en mars 2008. Le 7 mars, lors d'une conférence de presse. Je voudrais dire à mes amis serbes que ce n'est pas une défaite pour eux, l'indépendance du Kosovo. C'est au contraire un tremplin, une espérance. Je sais que c'est un grand changement, mais j'ai plus que de l'amitié, j'ai de l'affection pour ce grand peuple. Je les connais bien et je sais ce que nous leur devons, nous les Européens, dans l'histoire. Je comprends leur raidissement, mais en même temps, je voudrais faire preuve de plus d'ouverture possible. Il n'y avait pas d'autre solution. Nous avons cherché, vraiment cherché, nous ne pouvions pas maintenir 25 ans comme à Chypre, des milliers de soldats sur place. Un pays qui, sur son territoire, maintient une protection internationale d'une partie de sa population ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Je leur dis et je les supplie de nous croire. Non seulement ce n'est pas une décision tournée contre eux, mais je suis persuadé qu'ils vont savoir se convertir et en profiter.
même si pour beaucoup de générations, moins pour les jeunes, c'est une épreuve très douloureuse et je comprends leur douleur. Voilà. Il y a 7 ans entre les deux déclarations. Alors, je vais vous lire un extrait d'un journal albanais qui s'appelle Shekuli, qui a été cité par le Courrier International. La Grande Albanie commencera à se profiler dès le printemps 2009. Effectivement, il y a déjà eu des plans. Avec l'ouverture des frontières entre l'Albanie et le Kosovo, ce Schengen albanais, approuvé par les présidents Bamir Topi et Fatmir Sedju, veut servir de modèle à la création d'un espace commun de circulation dans les pays des Balkans. Les citoyens albanais et kosovars se déplaceront ainsi sans entrave entre les zones depuis si longtemps démembrées du corps albanais, comme le précisait le président de l'Albanie lors de sa dernière visite officielle au Kosovo en janvier 2009. L'Albanie est la destination préférée des Kosovars, à l'exception de ceux d'origine serbe, pour les grandes vacances. Faciliter leur circulation en simplifiant les démarches douanières encourage le tourisme patriotique. Entendez bien l'expression, le tourisme patriotique, affirme le président du Kosovo. En attendant, les Kosovars se rendent dans leur autre patrie sans attendre les signatures des accords de libre circulation. Voilà. Donc, je dirais que malheureusement, tout ce qui était craint, tout ce qui était évoqué, redouté, notamment par le regretté général gallois, arrive, est en train d'advenir aujourd'hui. Donc en fait, on parlait de poudrière des Balkans avant 14, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Peut-être c'est encore plus vrai que jamais. Si vraiment il y a une seule chose que j'aimerais que vous reteniez de cette intervention, c'est cette affaire nous concerne directement, simplement pour les liens d'amitié que nous avions vis-à-vis du peuple serbe. On n'est pas le seul d'ailleurs. La France a aussi des liens d'amitié avec les Croates, les Bosniaques, la question n'est pas là. Mais la France a toujours une relation particulière avec la Serbie. Et en même temps, en fait, ce qui a été fait à ce peuple et à cette nation est un ballon d'essai. C'était un test. Voilà. Et ce qu'on a fait à ce peuple, on pourrait le refaire à d'autres. Voilà. Je vous remercie.